Bonjour à tous. Pour faire suite à la vidéo introductive que vous avez vue juste avant, nous sommes ici aujourd'hui pour échanger sur le thème « Le onboarding des contrats précaires ». Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés aujourd'hui Armel Guy, qui est responsable RH depuis plus de 18 ans, également Nicolas Bescos, qui est responsable RH plutôt sur la partie recrutement depuis environ 5 ans, et Pierre Savoldelli et Anthony Pereira, qui sont tous les deux étudiants en Master RH à l'IGS et qui travaillent respectivement en alternance dans le domaine de l'industrie pétrolière et dans le domaine de la distribution professionnelle en bâtiment et en industrie. Alors Armel, Nicolas, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus à nous. Je vous laisse la parole, allez-y. Je vais prendre la parole. Donc, Armel, je suis donc responsable ressources humaines, plutôt dans le domaine de l'industrie depuis 18 ans. Je travaille avec une équipe de chargés de ressources humaines et je suis en charge du onboarding de tous les contrats au niveau de mon établissement. Très bien. Et donc moi c'est Nicolas Bescos, donc moi je suis chargé de recrutement. L'idée c'est que moi je fais vraiment toute la partie recrutement depuis 5 ans dans diverses structures, cabinets, intérim, industrie pharmaceutique, services automobiles. Donc je m'occupe de la partie recrutement mais aussi de l'accompagnement des collaborateurs jusqu'à l'intégration. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, au cours de nos recherches préalables et en recueillant différents témoignages auprès de personnes qui ont été en contrat précaire, nous nous sommes rendus compte que certaines personnes n'avaient pas reçu de onboarding ou avaient reçu un mauvais onboarding lors de leur arrivée dans l'entreprise. Donc, en effet, certaines entreprises n'anticipent pas l'arrivée de leurs nouveaux arrivants et cela peut faire sentir le collaborateur dévalorisé, isolé, voire parfois même exclu dès son premier jour. Donc, ces témoignages nous ont conduits à nous poser la question suivante. Les contrats précaires sont-ils oubliés quand il s'agit d'onboarding ? Qu'est-ce que vous évoque cette question? C'est aujourd'hui l'interrogation que je vous pose. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Pierre, si vous voulez commencer. C'est vrai que du coup, on constate des disparités entre l'intégration d'un contrat permanent, d'un contrat à durée indéterminée et des contrats précaires, donc les CDD et les intérimaires. Mais ces différences pendant l'intégration, elles peuvent s'expliquer par plusieurs choses. Parfois, c'est pas forcément une volonté de l'entreprise de créer ces différences. Ça peut être un manque de temps, un manque de budget. Mais parfois, on se rend compte aussi que c'est peut-être par un manque de sérieux ou un manque de considération que les intégrations sont différentes. Très bien, merci. Anthony, qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour moi, en général, les contrats précaires ne sont pas forcément pris au sérieux, car pour les entreprises, ce sont des personnes qui ne vont pas perdurer dans l'entreprise, seulement quelques semaines ou quelques mois, à contrario du CDI, qui lui a pour objectif de rester le plus longtemps possible dans l'entreprise. Alors qu'une personne qui est en contrat précaire doit être opérationnelle plus rapidement, et donc devrait être formée beaucoup plus rapidement également. On constate souvent un bureau qui n'est pas disponible ou le matériel informatique qui n'est pas programmé le jour de l'intégration. Très bien, merci Anthony. Quel est votre avis, Armel? Alors, moi, je dirais qu'il y a deux onboarding par expérience. Il y a les gens qu'on trouve dans les bureaux et les gens qu'on trouve beaucoup plus en production. Pour les personnes qui ont un contrat précaire en production, on a tendance à leur montrer que les aspects, en fait, sécurité, tout ce qui est mets-toi à ton poste et travaille, alors que c'est vrai qu'on investit beaucoup plus dans quelqu'un qui va rester en lui présentant l'entreprise, le groupe, l'environnement de travail, quelles sont les perspectives d'évolution. Et par rapport au bureau, c'est vrai que je ne vois pas, moi je note pas de différence entre quelqu'un qui arrive en CDD ou pas, à la différence si quand même que les contrats précaires des fois viennent en remplacement de quelqu'un et que ça peut dépendre de la personnalité de la personne qui accueille, et ce n'est pas forcément qu'une politique d'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Nicolas, quel est votre avis? Moi je rejoins pas mal Armel sur ce qu'elle vient de dire. Je pense qu'il y a vraiment deux aspects c'est la typologie de poste qui va définir, je pense, le onboarding. Tout ce qui va être production, industrie, sur des postes plus ouvriers, enfin vraiment de la production directe, effectivement, ça va être un accueil sécurité pendant 1 heure, une vidéo, et puis la personne va passer en production directement.
sur du tertiaire, enfin de l'administratif, je pense qu'effectivement il y a un peu plus d'accompagnement. On va faire le tour des locaux, on va faire le post café, etc. Enfin, je pense qu'il y a une mise en route qui est différente et qui va du coup faire varier le onboarding en lui-même. Et après, je pense aussi, c'est exactement ce que Armel vient de dire, mais ça va dépendre de la personne. Est-ce que c'est fait par le service RH et que tout le monde bénéficie du même onboarding ou pas, ou est-ce que c'est chaque manager qui, entre guillemets, voit midi à sa porte? Très bien. Merci pour ces premiers échanges. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'autour de ce sujet, on puisse décomposer la conférence en 3 thématiques. Donc, au niveau de la précarité, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose d'utiliser le terme précaire pour désigner ce type de contrat? Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours habitude, en fait, de ne pas appeler les contrats précaires comme contrats précaires. Je les appelle plutôt des intégrations temporaires. Et c'est vrai que voilà, très souvent dans l'entreprise, quand quelqu'un arrive, quel que soit le poste auquel il arrive, on parle de temporaire, puisque nous, sous le phénomène précarité, on peut entendre à la fois le CDD, l'intérimaire, l'alternant qui peut arriver également, mais qui reste quand même un petit peu plus longtemps dans nos effectifs. Ouais, je pense que c'est un peu trop le terme précaire. Je suis pas convaincu, enfin ça va dépendre de c'est plus la typologie de poste. Une personne qui va passer, qui malheureusement n'aura pas la possibilité pour elle d'avoir un CDI ou de pérenniser sur un poste, qui enchaîne des CDD, oui, on pourra parler de précarité, je pense. Quelqu'un qui fait un CDD de 12 mois ou plus, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a vraiment une nuance à avoir entre les deux, et encore une fois, au niveau du poste en lui-même. On est contrôleur de gestion, on sera peut-être moins précaire qu'un ouvrier en usine. Je vais prendre la parole. C'est vrai que je suis assez d'accord, puisque le mot précarité, ça traduit de la fragilité, ça traduit quelque chose qui est un peu instable. Mais cette instabilité, ces changements, en fonction des personnes, ça peut être aussi quelque chose d'attrayant. On a des gens à qui ça plaît de changer d'entreprise, de pas rester 3, 4, 5, 6 ans, ou même pour une durée indéterminée. Très bien. Merci beaucoup pour vos points de vue. Donc, si on revient vraiment sur la notion de précarité en général, je souhaiterais avoir votre avis. Aujourd'hui, dans le contexte actuel de crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, est-ce que vous avez vu dans vos entreprises un impact sur les contrats donc, précaires ou temporaires et sur la précarité de vos collaborateurs déjà présents dans l'entreprise? Mais alors, sur la partie précarité vraiment des collaborateurs, je ne saurais pas forcément dire, parce qu'on a quand même maintenu l'activité, la plupart travaillent, il y a assez peu de chômage technique ou autre, mais sur la partie vraiment des recrutements, tout simplement, qu'on devait faire, c'est vraiment pratico-pratique. Pour donner un exemple, on avait recruté des personnes en CDD au mois de mars, qui sont arrivées la semaine juste avant que soit décidé le confinement. Malheureusement, ces personnes, quand elles arrivent chez nous, elles sont formées pendant au moins 2 semaines, puis accompagnées. En tout, le onboarding, il dure, même pour un CDD, il dure quasiment 1 mois. D'accord. Donc en fait, on se retrouve avec des personnes qui étaient formées une seule semaine. Donc impossible pour nous de mettre un télétravail de manière autonome. Et du coup, on a dû pour le coup mettre fin à leur contrat tout simplement, alors qu'ils venaient juste d'arriver et qu'on n'avait aucun grief contre eux. C'est juste la situation qui fait qu'il n'était pas possible pour nous de leur confier les tâches qu'elles auraient dû avoir et de continuer à les former. Ok. Très bien. Et vous, Armel, dans votre entreprise, est-ce qu'il y a eu des changements sur les pratiques d'intégration, plus de précarité liées au contexte? Ce qui se passe, c'est que, à titre personnel, j'ai mis en place des visioconférences avec les nouveaux collaborateurs, justement pour faire ce problème que moi j'estime être un problème d'accueillir au niveau de l'usine des gens et puis de leur montrer que les aspects sécurité. Donc j'ai dit, profitons de ce moment-là pour que quand on accueille ces personnes-là en usine, ils peuvent déjà voir leur RH qu'ils ne vont pas voir au quotidien. Donc, du coup, moi j'avoue qu'il y a beaucoup de difficultés actuellement liées justement à cette population qui est temporaire, parce qu'en fait, c'est pas qu'ils sont pas accueillis, mais c'est qu'il y a quand même un gros regard des autres à se dire, ils viennent mais ils y connaissent rien. Il y a beaucoup d'a priori en fait sur une personne, alors que parfois elles nous viennent d'industries qui sont également plasturgiques et donc elles ont les mêmes compétences. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce retour. Anthony, est-ce qu'il y a des pratiques particulières au niveau de l'intégration par rapport au contexte du coronavirus?
Alors, moi, je vais parler plutôt du recrutement au niveau de sa globalité. Donc, nous, nos équipes sont principalement en télétravail et en chômage partiel. Notre équipe de production doit bien évidemment se rendre sur site pour travailler, car le télétravail n'est pas en tout cas possible pour eux. Et nous avons dû fermer nos agences commerciales pour éviter que nos commerciaux aillent justement sur le terrain. Et donc, vraiment privilégier le télétravail pour ceux qui peuvent. Et on est justement en pleine réflexion sur les postes qui sont aujourd'hui ouverts, si on les garde ouverts ou si malheureusement on devra soit les arrêter, soit les reporter. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je vous propose qu'on puisse parler un petit peu plus de vos témoignages en tant que collaborateur en contrat précaire. La première interrogation que je souhaiterais vous poser, c'est est-ce que, en tant que salarié en contrat précaire, vous vous êtes déjà senti oublié ou en tout cas négligé dans un processus d'intégration ? Non, raté, non. Après, il y a toujours les accès qui ne marchent pas ou le badge qui ne marche pas. Enfin, il y a toujours un petit truc, mais après, c'est pas forcément la volonté, enfin, la faute du manager, ça peut être le service informatique, sans leur jeter la pierre, mais qui a peut-être juste été débordé ou autre, enfin bref. Voilà, il n'y a rien de bien méchant non plus. Enfin. Et vous, Armel, au niveau de vos expériences professionnelles en contrat précaire, est-ce que vous avez noté peut-être des choses qui avaient moins bien fonctionné ? La difficulté que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de l'expérience, c'est la réduction en fait du temps d'intégration. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait du management de transition, donc où vous arrivez pour prendre un poste tel qu'il est, faire un état, et donc du coup, le fait que vous ayez l'expérience, on en oublie que vous connaissez pas l'entreprise. Ok, merci pour ce retour d'expérience. Anthony, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Alors oui, j'ai eu par exemple 2 précédentes expériences où la première, j'avais mon matériel informatique qui était prêt avec mes codes d'accès, où voilà, tout le matériel était prêt, et une seconde expérience où quand je suis arrivé, mon poste de travail n'était pas prêt, ni mes accès Internet, ni mes accès Outlook. J'ai dû pendant 2 semaines utiliser un téléphone qui n'était pas le mien, et utiliser la messagerie de ma manager pour pouvoir envoyer des mails, ce qui pêche un peu sur le côté confidentialité. Merci beaucoup également pour ce retour d'expérience. Et du coup, en tant que collaborateur, pour qu'une intégration soit réussie, quels sont les éléments clés, quelles sont vos attentes au niveau de votre arrivée dans une nouvelle entreprise ? Ouais, je pense que on a tous quasiment parlé de l'aspect informatique. C'est bête, mais juste que tout soit prêt, c'est quand même agréable. Qu'on sache qu'on arrive, éventuellement qu'on ouvre un petit déj ou un café. Je dis pas que ça doit être généralisé, mais c'est toujours plus agréable, au moins de pouvoir parler avec la personne, les personnes du service quand on arrive. Ça donne un petit côté un peu plus informel, ça détend un peu l'atmosphère sur le fait qu'on ne nous connaisse pas avant. Voilà, ça casse un petit peu les barrières qu'il pourrait y avoir. C'est quelque chose que moi personnellement, en tout cas, je trouve sympa. Je suis assez d'accord avec les moments informels qu'il doit y avoir au début pour rencontrer les gens et voilà, pour casser les barrières qu'il aurait pu y avoir. Et aussi, je pensais à un niveau plus administratif, une sorte de welcome avec une présentation de l'entreprise, donc un organigramme, parce que c'est mon avis, mais je trouve que l'organigramme permet de bien commencer à supposer comment fonctionne l'entreprise et qui sont les interlocuteurs clés. Rencontrer également ces interlocuteurs si on est amené à travailler en mode projet par exemple et qu'on a besoin de connaître ces personnes, c'est bien qu'elles sachent qui on est et inversement. Et des choses un peu plus anecdotiques mais que je trouve quand même qui peuvent être assez efficaces, c'est je pensais aux templates sur les signatures de l'entreprise qui soient déjà prêtes, par exemple comme ça le collaborateur a déjà sa signature de fait, même des goodies de l'entreprise, je pensais au carnet de notes pour prendre des notes et aussi des remarques, des phrases qui pour le coup font un peu plaisir du type vous êtes la personne qui remplace ou vous êtes le nouveau, oui on m'a prévenu que vous allez arriver. Et même si c'est assez simple, ça peut paraître anecdotique, moi je trouve que ça donne des petits coups de boost et c'est assez motivant. Merci beaucoup Pierre. Anthony, quelles sont vos attentes quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise ?
Alors, moi, je rejoins Nicolas et Pierre. C'est vrai que le croissant accompagné du café est plutôt sympathique. Après, le plus important, c'est vraiment d'être bien accueilli, euh, d'être vraiment accueilli par l'équipe dans laquelle on va intégrer, que chacun se présente, qu'on puisse se présenter également et qu'on nous présente l'émission. Je pense que c'est important aussi d'y aller petit à petit, sachant que le premier jour, en général, on a quand même beaucoup d'informations à retenir et que malheureusement, on ne peut pas non plus tout retenir et il nous faut un petit temps de digestion par rapport à tout ça. Donc voilà, nous laisser quand même une petite semaine pour comprendre un peu plus en détail quels sont les enjeux de l'entreprise et avoir un manager qui soit présent, qui soit à l'écoute et disponible. Alors, je rejoins tout à fait tout ce qui a déjà été dit. Après, c'est vrai que moi, je trouve qu'il est très important d'avoir une personne référente. Donc, tout à l'heure, voilà, Anthony vient de dire que le manager soit disponible. Au sein de la structure, j'ai fait accueillir des gens, par exemple, qui sont au service commercial par des gens de la production et inversement, parce que je trouve que c'est aussi sympa d'avoir un regard différent quand vous arrivez. Et puis que parfois, c'est plus simple d'aller demander à celui avec lequel vous allez déjeuner le midi des renseignements que vous avez un petit peu de mal à demander à votre manager au départ, parce que vous êtes quand même toujours dans cette posture du candidat qui va devoir faire ses preuves pendant sa période d'essai. Donc voilà, donc des fois le regard est comme ça, et c'est vrai que moi, dans toutes les intégrations que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu apprécier, c'est ce côté présentation de l'entreprise, et comme l'a dit Anthony, qu'on arrive au fur et à mesure dans le sujet de la tâche quotidienne, mais que le collaborateur sache ce qu'on va attendre de lui. Je vous remercie pour tous vos témoignages en tant que collaborateur sur vos différentes intégrations et vos ressentis. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer maintenant à la troisième thématique sur les témoignages en tant qu'employeur cette fois-ci et sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Déjà, premièrement, pensez-vous que l'onboarding des contrats précaires est nécessaire et vraiment indispensable, et quels en sont les enjeux pour vous? Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence forcément, vraiment à faire entre un CDD ou un CDI. Par exemple, qui va rester plus ou moins. On prend un CDD de mec qui arrive. Je prends un exemple, je sais pas, je vais extrapoler, je prends quelqu'un au service paye, un CDD à la paye. Si je l'intègre mal, si elle ne comprend pas les tenants aboutissants, le fonctionnement de l'entreprise, elle va pas être, elle va avoir une perte d'information et sûrement de productivité. Alors qu'au final, c'est ce qu'on va attendre d'elle. Si je recrute une personne pour un renfort sur l'activité, je vais attendre qu'elle soit opérationnelle vite. Très bien, merci beaucoup. Alors, je suis une fervente convaincue que le onboarding, ça fait la réussite d'une collaboration, parce que c'est à partir de là que vous engagez la personne dans l'entreprise réellement, plus qu'un contrat de travail, c'est l'accueil que vous lui faites. Après, je rejoins totalement Nicolas. Pour moi, il n'y a pas de différence, et j'allais dire, si différence il doit y avoir, c'est plutôt par rapport à la prise en compte de la problématique de la personne, qui elle peut se dire je vais être là que 6 mois, et si je fais pas l'affaire, et si il se trouve que moi actuellement tous les contrats qui sont plutôt temporaires rentrent dans une optique peut-être d'être pris par la suite en CDI. Donc c'est vrai qu'on essaye tout de suite de voir, je dirais, pour les intégrer au mieux, parce que on va pas leur refaire un onboarding après qu'on les ait contractualisés. Le gros souci est que quelqu'un qui rentre en contrat temporaire peut avoir eu une présentation, un onboarding, et peut-être que quand il passe son contrat permanent, il aura peut-être besoin d'autre chose, et cette étape parfois peut être zappée. Pour moi, l'onboarding, il y a beaucoup d'enjeux, et oui, c'est très important pour tout ce qu'on a dit avant. Je vais me servir d'une étude que l'INSEE a fait l'année dernière. Ce qu'on a pu observer, c'est que le nombre de personnes en contrat à durée déterminée et en contrat d'intérim a augmenté sur les 10 dernières années. Il n'a pas augmenté de manière très très significative, mais il a augmenté de 2% en 10 ans. Donc quand on remet en centaines de milliers de personnes, on se dit qu'il y a sachant que pour certaines entreprises, ces contrats-là représentent parfois 20%, 30% de la masse salariale, il y a des enjeux qui sont quand même présents. Très bien, merci beaucoup Pierre.
Et vous, Anthony, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, pour ma part, c'est vrai que l'onboarding reste quand même primordial dans l'accueil d'un nouveau salarié. Pour compléter la réponse d'Amel, donc oui, un contrat précaire aujourd'hui, mais peut devenir un contrat à durée indéterminée par la suite. Il est important de bien intégrer un contrat précaire pour qu'il se sente bien, à l'aise et en confiance. Par rapport à l'enjeu principal, pour moi, c'est la marque employeur. Ça reste un point essentiel. L'employé qui est donc en contrat précaire sera davantage motivé à travailler et rester peut-être par la suite si on lui en donne la possibilité, et également de parler positivement de l'entreprise autour de lui. Effectivement. Merci beaucoup, Anthony. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place dans vos entreprises respectives pour justement bien intégrer les contrats précaires? Donc dans notre entreprise, je reprécise, l'entité pour laquelle je travaille, on a en majorité des contrats intérimaires, on n'a pas de contrat à durée déterminée. Donc c'est la première journée de travail de l'intérimaire, donc la matinée, il est accueilli par son manager. On fait le tour des locaux et du bâtiment avec le fameux accueil sécurité, puisqu'on est dans un bâtiment où il y a plusieurs entreprises. Donc on lui donne un badge, on explique comment fonctionnent les systèmes de badge. On a les escaliers qui servent d'issue de secours, donc on précise que l'utilisation des ascenseurs est obligatoire. Donc voilà, ça reste des choses très, très administratives. Et à l'issue de cette matinée, il y a un rendez-vous RH qui est fait pour signer les différents documents administratifs, donc les clauses de confidentialité, les chartes éthiques, les chartes d'utilisation du matériel informatique. Finalement, tout ce qui touche au légal, à l'intégration légale d'un collaborateur et administrative. On gère en interne aussi la distribution des tickets restaurants pour les intérimaires. Donc on leur fait signer le bulletin d'adhésion et on leur explique comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'ici, même si nous, la volonté est de ne pas faire de différence, la nature du contrat fait qu'on traite différemment les permanents des intérimaires pour les tickets restaurants. Et je voulais apporter une petite précision aussi, c'est vrai que sur les systèmes d'information, créer aussi ces différences-là, puisque le simple fait des fois de ne pas avoir d'accès au système d'information de l'entreprise, il y a par exemple l'intranet ou plusieurs autres outils qui sont des mines d'informations auxquelles l'intérimaire ne va pas forcément avoir accès. Je pense aussi à la plateforme e-learning. Je sais que pour nous, la plateforme e-learning est accessible que par les permanents, alors que finalement, c'est une plateforme où il y a beaucoup d'informations sur l'entreprise. Mais c'est vrai que la question se pose, à quoi peut avoir accès l'intérimaire en entreprise? Merci beaucoup, Pierre, pour ces informations précieuses. Et vous, Nicolas, quelles sont les bonnes pratiques dans votre entreprise pour l'intégration des contrats précaires? Alors, contrat précaire, déjà par rapport à ce que disait Pierre, nous on ne fait pas d'intérim, donc ce sera forcément du CDD ou du CDI. Non, en l'occurrence, les CDD, on va distinguer les fonctions support des fonctions opérationnelles. Fonctions opérationnelles, ça va être des téléopérateurs, d'accord, pour schématiser, des personnes qui vont répondre au téléphone. Ce qui se passe, c'est que nous, déjà dans notre process de recrutement, on n'a pas de filtre par rapport à ça, d'accord, on recrute, entre guillemets, sans critères d'expérience ou de compétences dans ce métier-là. En fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes qu'on va intégrer sur ces postes de téléopérateurs, en fait, on va les former. En fait, ils vont suivre un parcours qui va durer une quinzaine de jours, d'accord, vraiment 15 jours sur lesquels on va tout leur apprendre. Le métier, le logiciel, l'entreprise, vraiment le fonctionnement global de leur poste. Et après, ils vont être accompagnés progressivement et gagner autonomie au fur et à mesure. Ils vont alterner du théorique avec du pratique. Et à la fin de leurs 10 jours de formation, ils vont arriver sur une période de coaching. Ça veut dire qu'ils vont commencer à faire leur travail de manière autonome, avec des personnes qui vont tourner autour d'eux. Pour le côté des services support, le métier, on va partir du principe que la personne connaît son métier pour lequel elle est recrutée. Donc en fait, ça va être plus sur une partie, un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, une petite réunion d'accueil avec le manager, avec le reste de l'équipe. On va faire un tour des différents supports. Il y a des parties d'écoute aussi. Enfin, je sais que quand je suis arrivé dans ma société, on m'a envoyé sur la partie opérationnelle pendant toute une demi-journée pour faire des écoutes téléphoniques, du coup, voir comment chaque service fonctionne. Et on a poussé ça un petit peu parce qu'on fait... En fait, on propose pas mal de missions. On peut rapprocher ça de l'onboarding. En fait, on va proposer, par exemple, à un téléopérateur d'être formateur, devenir formateur pour les nouveaux arrivants pendant 6 mois, 1 an. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. C'est très intéressant.
Alors, je vais rejoindre Nicolas sur sur l'intégration, parce que souvent, quand on parle d'onboarding, c'est vrai qu'on pense à la première journée ou première semaine quand on arrive, et c'est vrai que l'onboarding prend l'intégralité du process jusqu'à vraiment que la personne se sente autonome. Et donc, nous, j'allais vous dire, pour le côté amont, on envoie un email, alors que ce soit le stagiaire, que ce soit l'intérimaire. Et après, sur le fait, c'est vrai que nous, on fonctionne beaucoup par tutorat. Voilà, dans l'intégration, je pense qu'il est important de faire connaître ses droits au contrat précaire, de pas hésiter de dire à l'intérimaire, tu as une agence, vas-y. Ils ont un fonds pour le logement, ils ont un fonds pour la garde d'enfants. N'arrête pas tes portes. Et tout ça, c'est des petits conseils qu'ils attribuent personnels, mais qui font qu'en fait, ils se disent, tiens, dans telle entreprise, on me l'a dit. Voilà. Alors, dans mon entreprise, on a des pratiques qui sont assez simples, qui rejoignent beaucoup les pratiques de l'entreprise de Pierre, notamment sur la partie sécurité, qui est pour nous primordiale. Ensuite, on va proposer des choses assez simples, comme le livret d'accueil, qui reprendra l'organigramme de l'entreprise et qui sera accompagné de documents administratifs à faire compléter par le salarié et signer. Une rencontre des équipes, qui est aussi importante pour nous, que la personne puisse vraiment comprendre dans quel environnement elle se situe. On propose des courtes formations pour que les salariés soient opérationnels rapidement sur le poste. Et on peut également faire visiter nos agences commerciales de la région et nos plateformes logistiques. Très bien, merci beaucoup. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans vos entreprises, l'intégration des contrats précaires a un impact sur votre image et votre réputation externe? Alors pour moi, l'intégration, c'est le moment le plus important d'un collaborateur. Ce sont vraiment ses premiers pas dans l'entreprise et justement le meilleur moment pour l'intégrer, et notamment l'intégrer à l'équipe. Pouvoir le conseiller également et l'accompagner sur ses missions. S'il se sent bien et dans de bonnes conditions de travail, il gardera un bon souvenir de l'entreprise et pourra en parler autour de lui. Alors que si son expérience n'est pas très bonne, il pourra parler négativement de l'entreprise, qui provoquera une mauvaise publicité. Notre objectif principal, c'est de recruter les futurs talents. Si ces futurs talents n'ont pas forcément l'image attendue, ça peut justement réduire ce taux de recrutement. Alors que s'ils ont une bonne image, ou en tout cas que quelqu'un qu'ils connaissent leur a donné de bons éléments, ça leur donnera en tout cas envie de nous rejoindre. Je pense que c'est essentiel. Alors, l'intégration a plusieurs incidences. Elle l'a sur l'image de marque, elle l'a sur la fidélisation du collaborateur. Un collaborateur qui est bien intégré est quelqu'un qui va rester, qui va avoir envie de rester, ne serait-ce que le temps de sa mission. Ça peut paraître surprenant, mais ne serait-ce que 3 mois, y a des gens qui, parce qu'ils n'ont pas été correctement accueillis, s'en vont. Si on n'intègre pas correctement les gens, si on ne fait pas marcher, je dirais, cet atout-là, on ne peut pas réintégrer d'autres personnes derrière. Oui, c'est assez flagrant. Enfin, on a un fort volume de recrutement. L'année dernière, on était sur 400 recrutements, à peu près sur l'année. Si on n'a pas une bonne image de marque, déjà en termes de recrutement, on est foutu. Il y a quand même des points qui ressortent vraiment au niveau des avis qui sont laissés sur la marque employeur. Et on se retrouve souvent à des personnes qui arrivent à un entretien, qui connaissent quelqu'un qui a passé un entretien, qui est venu travailler chez nous. Alors nous, on a beaucoup de cooptation. Enfin, sur les 400 recrutements l'année dernière, on a fait un peu plus de 100 via la cooptation. Donc c'est un gros vecteur de candidature. Mais voilà, les personnes nous connaissent et savent déjà qu'on va les former, qu'on va les accompagner, comment ça va se passer. Enfin, voilà, ils ont déjà un panorama assez complet. Effectivement, on comprend bien les enjeux donc, de l'intégration et de la formation également. Je rejoins tout ce qui a été dit, depuis le début sur cette question. Et c'est vrai que je pense que c'est d'autant plus vrai en plus pour des collaborateurs qui vont changer d'entreprise plus fréquemment qu'un CDI, et en plus de ça, dans des secteurs d'activité qui sont similaires à celui de notre entreprise. Donc finalement, c'est une personne qui va être mal intégrée quand elle va changer d'entreprise. C'est un discours qu'elle va pouvoir tenir chez nos concurrents, chez nos futurs candidats. Et c'est pour ça que c'est important
de soigner ça pour qu'au final ces feedbacks soient les plus positifs possibles. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux, enfin LinkedIn ou alors Viadeo qui commence, on va pas en parler, mais en soi, pour rentrer une expérience, ils vont directement demander des avis, comment s'est passée cette expérience, etc. Ça incite quasiment, ça incite vraiment en fait le collaborateur à donner son avis. Donc en fait, il y a plein d'items qui sont abordés et au final, on peut vite se retrouver, pour avoir regardé un petit peu ce qui se faisait à la concurrence. On a des concurrents qui se sont fait un petit peu démolir sur certains points. Il est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux sociaux professionnels, également des sites comme Glassdoor, Google Avis, où les collaborateurs peuvent donner leur avis. Et je vous rejoins sur le fait qu'effectivement, c'est pas forcément une partie de la marque employeur que l'entreprise peut maîtriser. D'où l'intérêt aussi de soigner l'intégration, la formation des collaborateurs et tout ce qui touche au contrat de travail finalement, pour pouvoir avoir une réputation externe la plus positive possible. Très bien, et vous avez bien fait de le souligner. Alors merci à tous pour votre participation à cette conférence et n'oubliez pas, rendez-vous très prochainement pour notre nouvelle conférence sur le offboarding des alternants. Restez connectés, à bientôt.